Bonjour et bienvenue dans cette troisième interview dans le cadre de Vue Sur à Namur. Aujourd'hui, on retrouve Lina Bentaleb qui s'est associée momentanément avec Thomas Barbera Ramalho. C'est bien ça. Alors, dans le cadre de cette installation qui s'appelle Nimutable, juste derrière nous, ma première question évidemment, c'est que tu m'en dises un peu plus sur cette fiction. C'est une fiction qui prend son origine un peu dans la première proposition qu'on a faite à l'ICA il y a presque un an de ça. Donc notre mode opératoire, c'est la fiction. Et on parle souvent des mêmes thèmes, donc le temps, le souvenir, les matériaux, la peur aussi, mais tout ce que les constructions, les matériaux peuvent faire ressentir aux gens. Donc cette fiction n'a plus rien à voir avec la première fiction qu'on a faite il y a un an de ça, mais on y parle toujours de la même chose et on voulait, d'une certaine manière, absolument construire quelque chose dans cette vitrine. Donc on parle du temps, des souvenirs, mais aussi beaucoup de l'expérimentation et de la recherche par le faire. Donc ça, c'était un peu l'objectif de cette installation. Moi, j'aurais envie aussi évidemment de revenir sur votre première installation parce qu'elle me tient à cœur dans le sens où elle s'appelait, et j'adore son titre, 3 mètres x 2 mètres 60 x 2 mètres 30 est un espace, x 35 ans est une architecture, au-delà d'un volume, usage, ressenti et souvenir. Moi, j'ai envie de faire évidemment le parallèle avec, moi, quand je parle d'architecture féministe, on parle justement de partir à la base des usagers, des usagères, de nos ressentis, de nos vécus. Donc, je trouvais ça génial de prendre cette mesure du temps, des usages. En quoi est-ce que c'est propre à votre pratique aussi, ça ? Ça doit être la pratique de beaucoup d'architectes, mais dans le premier énoncé, c'est vrai qu'on nous donne déjà les dimensions de l'espace. Donc on n'avait aucune marge de manœuvre pour faire en fait de l'espace. Donc on a pris juste le parti de parler d'une autre dimension qui est fondamentale. C'est en fait celle des habitants qui vont habiter ces espaces. Et avec ces gens viennent leurs souvenirs, leurs envies, leurs peurs, comme nous tous d'ailleurs. Donc ça nous est venu assez rapidement. Je pense que ça plane pas mal dans la pratique de beaucoup de gens et ça, c'était l'opportunité d'en parler, quoi. C'est sûr. Et est-ce qu'on pourrait dire dans la première installation, il y avait vraiment cette idée de refuge, de safe space? Est-ce qu'ici, c'est la même chose? Est-ce que ça a pris une identité différente? Oui, parce que l'échelle de l'espace qu'on nous demandait de faire au début était vraiment tout petit. C'est l'unité faite pour une seule personne, en Wallonie, je pense, parce que Bruxelles, il est un peu plus grand. Et moi, j'ai tout de suite eu cette idée, cette image. Bon, c'est un sujet qui revient vite, souvent dans mon travail, mais cette idée de refuge, de havre de paix, d'endroit à soi, où d'une certaine manière on peut être tranquille, à l'abri un peu de tout ce brouhaha, et juste de réfléchir, de faire, de penser. Donc moi, c'est une idée que je chéris énormément, ici, qui n'est plus du tout le cas. Après, ça pourrait très bien, ça pourrait aussi vous et votre imagination, ça pourrait très bien être le coin de cet espace que notre premier personnage a inventé dans son imaginaire, ou pas du tout. Ça, c'est à chacun d'un peu utiliser son imagination pour faire son architecture d'une certaine manière. Ouais, et rien que le titre Nimutable, il laisse la possibilité d'interpréter ça de 1000 façons. Oui. Même au téléphone, tu n'as pas voulu me dire ce que ça voulait dire. Donc même moi, je suis dans l'inconnu, ou en tout cas dans l'interprétation personnelle, et ça, c'est vraiment génial. Toujours par rapport à cette idée de refuge, moi j'avais envie de citer Julie Delporte, qui est une dessinatrice, qui a écrit notamment Décroissance sexuelle, où elle dit « Nous construisons des cabanes où guérir ». Moi, c'est un petit peu ma définition de l'architecture féministe. Ça peut être la définition de plein de formes d'architecture, pas seulement féministe. Et clairement, là, je reviens sur une question un peu plus macro. Tu fais partie du collectif, du laboratoire Pitch Lab. Moi, j'aurais voulu que tu nous en parles un petit peu. Qu'est-ce que c'est Pitch Lab ? C'est l'association de plein de personnes, je pense qu'on est 10, d'architectes comme d'ingénieurs, d'écrivains. Et c'est construit autour des espaces abandonnés. D'abord, un espace abandonné à Bruxelles, qui se trouve à Laken. Et un peu comme ici, bon ici c'est très, très géré parce que c'est une scénographie, c'est dans une vitrine, mais c'était vraiment apprendre par le faire. Donc utiliser les matériaux qu'on avait à notre disposition, c'était aussi des briques, très belges, pour construire des choses et en faire des fictions en fait. Et certains d'entre nous ont créé après ça des BD, des projets d'architecture, juste des histoires, des poèmes aussi. Et c'est vraiment à côté des lieux abandonnés en ville. Charleroi aussi a été pas mal un terrain de jeu pour toutes ces expérimentations. Donc encore une fois, on parle du temps, de la liberté, de l'expérimentation par le faire, quoi. Et je trouve ça chouette que tu utilises le mot jeu parce que je pense que avant tout, on est aussi là pour s'amuser en archi. Parfois, on l'oublie un petit peu, mais voilà. Et justement, Pitch Lab, est-ce que tu dirais qu'en tout cas, toi, ta pratique au sein de Pitch Lab, elle est politique? Et si oui, pourquoi?
On n'a jamais vraiment mis de mots là-dessus. Je ne voudrais pas parler au nom de tout le monde. Je pense qu'elle est politique d'une certaine manière parce que, oui, on revendique un peu cette importance des espaces non utilisés en ville, qui tend un peu à... Enfin, on remplit tous les vides et bientôt il y aura plus ces endroits justement de jeu où on peut faire un peu n'importe quoi, où notre imaginaire peut partir dans tous les sens. Donc chaque friche va être un peu construite et pour moi ça reste quelque chose de politique, oui, parce que ces espaces vides où il ne se passe rien, mais où il peut justement tout se passer, c'est nécessaire et nos villes tendent à en recueillir de moins en moins en fait. Clairement, Liedewij Tumers, qui est une architecte hollandaise, elle dit, elle a d'ailleurs appelé son bureau Tussenruimte, et elle dit que c'est dans les interstices urbains que tout se passe. Et là, je crois que clairement vous êtes dans l'interstice urbain. Ici, dans le cadre de Vue sur, moi j'aurais aimé que tu nous fasses une vue sur une architecte qui t'a influencée. Quelle serait-elle? J'ai réfléchi aux architectes et au final j'ai l'impression, j'ai pas la mémoire de ça. Je vois plein de travaux qui me parlent, mais ça s'efface aussi vite que ça arrive. Ça se diffuse un peu dans l'imaginaire et puis ça ressort à un moment donné. Mais j'ai réfléchi dans le train plutôt à une écrivaine, Nancy Houston, écrivaine québécoise. J'ai lu un livre qui s'appelle L'espèce fabulatrice, justement, il y a quelques années, qui a énormément, je pense, changé ma perception de la vie comme de l'architecture et qui... on pense souvent qu'il y a la réalité et puis il y a la fiction de l'autre côté. Elle dit plutôt qu'en fait, nos vies quotidiennes sont faites d'histoire. Elles sont pleines de... Nous passons notre vie à fabuler, en fait. Et que ce soit nos fictions personnelles ou nos fictions collectives, c'est au cœur de ce qui fonde, en fait, notre humanité. Donc... la fiction, c'est pas juste un outil qu'on emploie pour faire de l'architecture, je pense qu'il est là tout le temps. Clairement, la narration, le récit, c'est partout. Pour moi, c'est très très politique. Et clairement, Nancy Houston, grande écrivaine. Moi, j'avais lu récemment Le Cantique des Plaines, incroyable, un de ses premiers romans. Donc voilà, j'approuve, même si tu n'as pas besoin d'être approuvé par moi. C'est ça aussi, je pense, ces disciplines-là qui viennent nourrir notre pratique. Un jour, on m'avait demandé quel serait mon architecte préféré. Et j'avoue que sur le coup, j'avais répondu Nikit Saint-Phal, qui n'est pas du tout architecte, mais où au final, on est dans de la création d'espace, soit narratif, soit artistique, ça reste de l'espace. Puis ça reste des pratiques très perméables, nos influences viennent d'un peu partout, je pense. Clairement. Pas besoin de cloisonner comme ça. Clairement, pas besoin de cloisonner. Pour clôturer cette interview, du coup, ma dernière question, c'était un peu une anecdote que tu m'as racontée et ton rapport aussi au quartier, au processus de l'installation. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus? Oui, Thomas et moi, on a construit ce truc à deux et on n'a pas fait ça en 2 jours, mais plutôt en 5 jours. Et ça a été laborieux parce que ces briques, on les a achetées 100 par 100 au Brico de Champion. Et on était là avec nos petits caddies et 100 briques dedans. C'était vraiment une pièce de théâtre et c'était très très drôle parce que les gens du Brico nous voyaient arriver tous les jours, chercher 50 briques, 100 briques, 111 briques. Et même avec le propriétaire que tu as eu l'occasion de voir, qui nous a quand même aidés, il nous a appris quelques trucs sur la construction. Et puis le restaurant qui nous a nourris pendant ces 4 jours. On a investi un lieu, je pense, pas juste une vitrine et Namur, on reviendra. Franchement, c'était sympa. Je crois qu'on peut clôturer là-dessus. Merci beaucoup, Lina. Merci à toi.